got the crack. I don't know how you say, I'm a bit scared. À 15 ans, elle fixait l'objectif d'un photographe de mode comme si elle lisait l'avenir. Mais ce n'était pas le sien qu'elle voyait. Ce qu'Audrey Marnet a aperçu ce jour-là, derrière les flashs aveuglants de son premier shooting, c'était la cage dorée qu'on lui construisait, barreau par barreau, au nom du glamour. Of the presentation for my friend Yas Bucky. So On l'appelait l'enfant prodige de Vogue. En quelques mois, elle passait de collégienne anonyme à muse de Steven Meisel, de la banlieue parisienne au défilé de Calvin Klein. Mais à l'intérieur, une autre histoire commençait à se fissurer, celle d'une adolescente privée de sa propre adolescence, offerte au monde comme une silhouette parfaite, mais sans voix. Des années plus tard, quand elle osa dire à haute voix que la mode était une machine à broyer l'enfance, le monde qu'elle avait ébloui se retourna contre elle. Comment osait-elle mordre la main qui l'avait fait reine ? Comment une icône pouvait-elle devenir dissidente ? Cette histoire n'est pas celle d'une chute, c'est celle d'une évasion. Et tout commence bien avant la première couverture de magazine. Audrey Marnet naît en 1980, à Chartres, d'un père français et d'une mère belge. Dès les premières années, le contraste entre la douceur silencieuse de sa campagne natale et l'agitation du monde qui l'attendait semblait déjà graver son destin dans une tension permanente. Elle grandit à Montlhéry, petite ville de l'Essonne, loin des podiums et des flashs, mais pas loin des rêves. Car dans cette famille discrète, modeste mais cultivée, l'art n'était pas un luxe mais un langage. La mère d'Audrey, fine amatrice de peinture flamande, lui transmet le goût du détail, de la lumière, de l'ombre. Son père, silencieux et pragmatique, lui offre la stabilité. Mais ce sont les silences, les non-dits de cette enfance campagnarde qui forgent en elle un monde intérieur bouillonnant. En classe, Audrey est une enfant réservée, presque insaisissable. Pas timide, juste ailleurs. Ses professeurs parlent d'un regard trop profond pour son âge, d'un calme mystérieux. Elle ne joue pas comme les autres, elle observe, elle dessine, elle imagine. Il y a quelque chose d'inclassable chez elle, une grâce étrange, ni enfantine ni adulte, qui perturbe et fascine. À 12 ans, alors que certaines rêvent de chanteur à la mode, elle lit Rimbaud, découpe des visages dans des magazines et les colle dans un carnet secret. Elle ne rêve pas encore de défiler, mais elle ressent déjà que son corps, sa présence, sont appelés à devenir un outil d'expression. Le monde n'a pas encore ouvert ses portes, mais elle sent qu'il viendra la chercher. Ou peut-être qu'elle n'aura pas le choix. Dans sa chambre, les murs sont recouverts d'affiches de danseuses classiques et de photos noires et blancs d'Avedon. Elle ne sait pas pourquoi elle l'attire autant. Peut-être parce qu'elle lui parle d'une autre forme de discipline, de souffrance esthétique. Peut-être aussi parce qu'elle y devine la solitude des êtres exposés. Mais ce que Audrey ignore encore, c'est que ces images-là, un jour, ce seront les siennes. Car ce qu'elle possède, sans le savoir, c'est cette chose rare que l'on ne peut ni acheter ni fabriquer. Une photogénie habitée, un mystère tranquille qui capte la lumière sans l'appeler. Loin des projecteurs, son enfance est donc une tension constante entre l'ancrage familial et une aspiration floue à autre chose. Cette faille douce, cette impression de ne jamais vraiment appartenir, deviendra plus tard sa force sur les podiums. Une muse n'est jamais tout à fait d'ici. Et Audrey, déjà, était ailleurs. C'était un jour d'automne, banal en apparence. Audrey, alors âgée de 14 ans, avait pris le train avec une amie pour se rendre à Paris. Elles allaient au cinéma, ou peut-être dans une librairie qu'on leur avait recommandée. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est dans ce décor trivial que le destin s'est imposé avec la force d'une évidence. Dans le métro, un homme la fixe. Il ne parle pas tout de suite, il observe. Puis, doucement, il s'approche. C'est un scout d'agence. Son œil est formé à repérer l'insaisissable, l'étincelle silencieuse qui fait basculer une vie. Il lui tend une carte. Audrey hésite. Elle rit. Elle est flattée, bien sûr, mais aussi méfiante. Qui est cet homme ? Pourquoi elle ? Ce n'est pas une enfant qui se rêve star. Elle n'a ni poster de mannequin dans sa chambre, ni rêve de podium. De retour à la maison, elle cache la carte. Sa mère la découvre plus tard, par hasard, dans une poche de veste. Audrey, c'est quoi ça ? Le ton est calme, mais inquiet. La mère d'Audrey, protectrice et lucide, a toujours été méfiante envers ce monde qu'elle trouve cruel, artificiel, souvent prédateur. Mais Audrey insiste. Pas par ambition, par curiosité. Quelque chose en elle, depuis toujours, cherche la traversée. Elles finissent par se rendre ensemble à l'agence. L'entretien est bref, le verdict, implacable. Elle est unique. Sa minceur, ses yeux écartés, son port de tête, tout semble parler une autre langue.
On lui propose un test photo. Elle accepte, presque en spectatrice de sa propre vie. Ce n'est pas encore un rêve, c'est une exploration. Lors de son premier shooting, le photographe demande à ce qu'on ne la maquille presque pas. « Laissez-la comme elle est », dit-il. Devant l'objectif, Audrey ne joue pas, elle ne pose pas, elle se tait. Elle regarde, et quelque chose passe. Une intensité nue, une présence sans filtre. L'équipe est frappée par sa maturité silencieuse, par cette capacité étrange à capter la lumière sans jamais la chercher. Très vite, les propositions affluent. En quelques mois, elle se retrouve à New York, puis à Milan. Mais rien ne semble vraiment la déstabiliser. Sa fragilité est là, bien sûr, mais elle la contient, la transforme. Sur les plateaux, Audrey ne cherche pas à séduire, elle l'incarne. Elle habite ses vêtements comme on habite un rôle, et les stylistes adorent ça. À 15 ans à peine, elle fait la couverture de Vogue Italie, puis enchaîne avec Elle, Harper's Bazaar, Marie-Claire. Son nom circule, son visage s'imprime. Mais dans le train de nuit qui la ramène parfois à Montlhéry, entre 2 séances de photos, elle redevient l'adolescente qui griffonne des poèmes dans un carnet usé. Le monde l'a choisie. Elle ne sait pas encore si elle le choisira. Et pourtant, quelque chose est enclenché. Une trajectoire s'est ouverte. Non pas linéaire, mais magnétique. Car Audrey ne suivra jamais la route des autres. Même sous les projecteurs, elle restera une énigme. Lorsque Steven Meisel la découvre, il ne cherche pas à la transformer. Il la photographie comme elle est, brute, fébrile, hypnotique. Il dit d'elle qu'elle a l'innocence d'un ange et la mélancolie d'une vieille âme. En une seule séance, Audrey Marnet devient la nouvelle obsession de la mode internationale. On ne parle plus que de ses yeux immenses, de son cou gracile, de sa manière de se tenir comme si elle portait en elle un secret que personne n'a le droit de connaître. À 16 ans, elle foule les podiums de Calvin Klein, Prada, Moschino, Lanvin. Elle défile à New York, à Milan, à Paris, avec la même intensité silencieuse. Là où d'autres jouent les divas, Audrey semble glisser, presque flotter, comme si chaque vêtement devenait un fragment de rêve. Elle ne sourit pas, elle ne séduit pas. Elle impose une poésie que l'industrie ne sait pas nommer, mais qu'elle reconnaît comme précieuse. Les photographes se battent pour elle. Peter Lindbergh, Mario Testino, Paolo Roversi. Elle devient une muse sans le vouloir. Sur les plateaux de shooting, elle se tient droite, concentrée. Quand on lui demande ce qu'elle pense d'un vêtement, elle ne parle pas. Elle l'enfile, elle le fait vivre. Et c'est suffisant. Parce qu'Audrey ne se vend pas, elle s'incarne. En 2001, elle est choisie pour représenter la collection haute culture de Chanel. Karl Lagerfeld, pourtant peu enclin aux effusions, confie qu'elle possède une élégance venue d'ailleurs. Il aime sa réserve, son mystère, sa manière de défiler comme on récite un poème antérieur. Il dira plus tard que travailler avec elle, c'est comme photographier un murmure. Mais cette ascension fulgurante n'est pas une comédie rose. Derrière les flashs, Audrey vit dans une forme de flottement constant. Les hôtels de luxe se succèdent, les interviews aussi, mais elle reste étrangère à cette frénésie. Elle note dans ses carnets des mots comme vertige, silence, fuite. Elle a 16 ans, mais déjà le sentiment que tout pourrait lui glisser entre les doigts. Un jour, sur le plateau d'un tournage à Tokyo, un assistant lui murmure qu'elle est la nouvelle Kate Moss française. Elle sourit poliment, mais intérieurement, elle rejette la comparaison. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle refuse d'être une copie. Audrey n'a jamais voulu ressembler, elle a toujours voulu exister, à sa manière. Son style devient une référence. Les jeunes mannequins s'inspirent de sa démarche, de sa silhouette fluide, de son absence de maquillage criard. Elle impose un autre canon de beauté, plus sobre, plus mélancolique. Les stylistes la veulent parce qu'elle ne cherche pas à plaire. Parce qu'elle semble dire sans un mot « je suis là, mais je pourrais disparaître demain ». Ce paradoxe, cette présence si marquée et cette fuite constante devient sa signature. Audrey Marnet, c'est l'ombre dans la lumière, l'icône qu'on ne peut jamais tout à fait saisir. Mais au sommet de cette carrière exceptionnelle, quelque chose commence à se fissurer. Derrière la discipline, derrière les contrats, une voix intérieure grandit. Une voix qui ne veut plus seulement prêter son visage aux autres, mais raconter sa propre histoire. Et c'est là que le plus grand virage de sa vie commence à se dessiner. En 2009, alors que son nom est encore murmuré avec admiration dans les studios de mode du monde entier, Audrey Marnet prend la parole dans un entretien qui fera l'effet d'une déflagration. Devant une journaliste, elle lâche calmement, presque froidement,
Le monde de la mode est une machine à broyer l'enfance. Rien dans sa voix ne trahit l'émotion. Pourtant, l'onde de choc est immédiate. Le monde qu'elle avait fasciné se referme comme une mâchoire blessée. Certains stylistes se disent trahis. Des photographes refusent de la recontacter. L'industrie, si prompte à encenser les corps de cils, tolère mal les consciences éveillées. On l'accuse d'ingratitude, de cracher dans la soupe. Mais Audrey ne répond pas. Elle ne cherchait pas à se défendre. Elle a dit ce qu'elle ressentait. Et cela suffit. Car ce n'est pas un coup d'éclat, ni une stratégie. C'est un constat. Un besoin viscéral de dire ce que tant d'autres pensent en silence. Derrière les paillettes, elle a vu les nuits sans sommeil, les jeunes filles de 14 ans affamées pour rentrer dans une robe, les visages épuisés sous le phare. Elle a vu les doutes, les regards d'hommes plus âgés, les contrats signés à la va-vite. Elle a vu ce qu'on cache soigneusement dans les coulisses. Et elle a décidé de ne plus s'en rendre complice. Ce choix ne vient pas de nulle part. Depuis ses débuts, Audrey n'a jamais joué le jeu jusqu'au bout. Elle refusait certaines campagnes publicitaires, trop sexualisées à son goût. Elle n'a jamais accepté de poser nue. Une fois, elle décline une proposition lucrative venue d'un géant du luxe car le concept l'humiliait en silence. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond simplement « Je n'ai pas envie de me trahir ». Même au sommet, elle se permet des absences, des silences médiatiques, des retraits soudains. Elle préfère passer du temps avec ses 2 fils, peindre dans son atelier ou travailler sur un projet de court-métrage expérimental. On l'a dit insaisissable, elle l'est, volontairement. Son rejet des normes du mannequinat ne fait pas d'elle une militante vocale. Elle ne donne pas de conférences, ne monte pas sur les podiums féministes. Elle agit par retrait, par présence rare, par mots justes. Et c'est peut-être cela le plus subversif. Ne pas jouer le rôle de la victime, mais affirmer un refus, tranquille, solide. Dans une autre interview, elle glisse « Je n'ai jamais voulu devenir un produit, même quand on me disait que c'était la règle du jeu ». Cette phrase à elle seule suffit à comprendre la profondeur de sa démarche. Là où tant d'autres acceptent l'exposition comme monnaie d'échange, Audrey choisit l'ombre comme revendication. Elle devient une figure à part, presque marginale, mais respectée. Une icône pour celles et ceux qui cherchent une autre manière de réussir. Dans un milieu où tout est performance, elle rappelle que le silence aussi peut être un acte radical, qu'on peut exister sans se prostituer à l'image. Et si elle a perdu des contrats, elle a gagné quelque chose de plus rare, l'estime d'un public qui voit en elle une femme libre, entière, imprévisible, une muse qui a cessé de se taire. Audrey Marnet n'a jamais claqué la porte. Elle ne s'est pas retirée avec fracas ni avec cri. Ce fut un effacement progressif, presque imperceptible, comme une marée qui se retire sans faire de bruit. Un jour, on l'a un peu moins vue sur les podiums. Un autre, elle n'a plus répondu aux appels d'agents. Puis, plus rien. Pas de communiqué, pas de dernier défilé, juste une absence qui s'est installée doucement. Ce silence, beaucoup l'ont interprété comme une défaite. Ils avaient tort, car Audrey, elle, savait. Elle avait tout vu, tout ressenti, et elle savait que ce monde qui l'avait faite reine adolescente finirait par la dévorer adulte si elle ne prenait pas les devants. Ce n'était pas un burn-out, ce n'était pas un drame, c'était une décision, mûrie, fière, inévitable. En privé, elle traverse des bouleversements intimes. La naissance de ses enfants d'abord change sa perception du temps, du regard, de la chair. Elle ne peut plus tolérer que son corps soit réduit à une silhouette. Elle veut être matière, souffle, voix. Elle commence à écrire, à filmer, à peindre. Elle ne cherche pas à briller ailleurs, elle cherche à exister autrement. En 2007, elle apparaît dans Le Scaphandre et le Papillon, film de Julian Schnabel. Rôle secondaire, mais présence puissante. Son regard, encore lui, magnétique et mélancolique, capte l'écran sans l'envahir. C'est le début d'une nouvelle voie. Elle enchaîne avec des courts-métrages, parfois confidentiels, souvent poétiques. Elle commence à réaliser ses propres clips, dans une esthétique brute, inspirée de Tarkovsky et d'Agnès Varda. Elle n'explique pas ses choix, elle les pose, comme des pierres sur un sentier qu'elle seule suit. Les médias essaient de la récupérer, de faire parler de l'ex-top modèle devenue artiste, mais elle décline les plateaux télé, les unes de magazines. Lorsqu'un grand journal lui propose un portrait, elle répond «
Ce que j'ai à dire, je le fais en images, pas en slogan. Sur Instagram, son compte reste discret. Quelques clichés en noir et blanc, un ciel orageux, un autoportrait flou, une citation de Rilke. Rien de spectaculaire, tout d'essentiel. Elle refuse les collaborations avec les marques, même prestigieuses. On murmure qu'elle a dit non à une rétrospective offerte par une grande maison. Ce n'est pas du mépris, c'est de la cohérence. Cette absence assumée finit par fasciner. Dans un monde saturé de visages clonés, de mise en scène, Audrey devient une sorte de fantôme magnifique, une figure de l'intime, une survivante de la beauté vraie. Mais le prix de cette liberté, c'est aussi la solitude. Certains anciens collègues ne la comprennent plus, d'autres l'admirent en silence. Le public, lui, semble partagé entre oubli et culte discret. Elle n'a jamais fait de scandale, elle n'a pas sombré, elle a simplement refusé de continuer à être un objet. Un critique écrivait un jour « Audrey Marnet est peut-être la seule top modèle qui ait réussi à disparaître sans se perdre. » C'est peut-être cela son plus grand geste artistique. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque son nom, certains répondent « Elle aurait pu aller tellement plus loin ». Mais ils oublient une chose, Audrey est allée là où elle le voulait, et cela, dans ce milieu, reste un acte radical. Elle n'a pas inventé un style, elle n'a pas révolutionné la mode, elle n'a pas créé de tendance virale, ni lancé de marque à son nom. Et pourtant, Audrey Marnet a laissé une empreinte que personne ne peut effacer. Celle d'une femme qui a préféré l'intégrité à la gloire, la poésie à la stratégie, le silence à l'exposition forcée. Son visage n'orne plus les vitrines, mais dans les mémoires sensibles, il demeure, comme un rappel qu'on peut être lumière sans projecteur, qu'on peut s'éclipser sans s'éteindre, qu'on peut dire non sans crier. Elle n'a jamais revendiqué un héritage, et c'est peut-être pour cela qu'elle en laisse un, plus rare, plus pur, celui de la liberté. Alors, si elle reparaissait aujourd'hui dans un monde de filtres, d'algorithmes et de narcissisme marchandisé, serions-nous capables de la reconnaître ?